Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur GDevelop. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, normalement j'avais dit qu'on ferait les dialogues. Les dialogues, ça sera pas dans cette vidéo, ça sera dans la prochaine. J'ai prévu ça dans la prochaine. Dans cette vidéo, on va corriger des petits bugs. On va corriger, c'est pas des bugs en fait. Si, il y a un bug de GDevelop et ensuite on va optimiser un petit peu les choses qu'on a faites. C'est-à-dire que j'avais dit en début en début de la série de tutoriels qu'il y a des choses encore que je découvrais sur GDevelop et j'ai en fait découvert un truc qui était bien plus pratique que ce que je faisais. Donc on va corriger ça. Ensuite, la prochaine vidéo, on verra les dialogues. Donc je vais peut-être même l'enregistrer juste après, je sais pas. Et ensuite on partira sur un nouveau projet. C'est-à-dire que je vais ce projet-là, si vous avez commencé là-dessus, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir le finir sans problème. Tout ce que je dirai sur le prochain projet sera pareil que j'aurais dit pour celui-là. Sauf que, en fait, je vais utiliser d'autres graphismes. C'est-à-dire que là, j'ai fait les graphismes avec Cinema 4D, donc j'ai fait assez peu de graphismes en fait. Et puis Cinema 4D est un logiciel qui est payant, alors que je veux faire en fait un truc qui est à base seulement de choses gratuites, seulement d'open source, que des ressources du monde libre. C'est vraiment ce que je veux faire sur le blog, le second blog et la seconde chaîne. Donc je veux pas utiliser Cinema 4D pour faire les graphismes. Jusqu'ici j'étais un peu bloqué, je trouvais pas quelque chose qui me plaisait. Et puis en fait je suis tombé sur un truc qui est assez intéressant sur OpenGamart. Il y a une sorte de projet qui s'appelle The Liberated Pixel Cup. Voilà, la coupe aux pixels libérés, un truc comme ça. Et ce sont en fait des graphismes là qui sont sous Creative Commons. Alors c'est ça, The Liberated Pixel Cup. Et ça donne ce genre de graphisme. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant que ce que moi j'ai fait, parce que moi, dans Cinema 4D, j'ai juste fait un donjon très fermé, ça fait très euh, Binding of Isaac, en fait, parce que en fait, on sort pas du donjon, on reste dans le donjon. Et si mon petit personnage, j'aimerais le faire sortir, le faire traverser une forêt ou un village, je suis embêté parce que je vais être obligé de faire tous les graphismes dans Cinema 4D. Et bah puis c'est plus un projet totalement open source. Alors que là en fait, on a en fait un sorte de pack sur OpenGamart. C'est pas un pack, c'est vraiment un ensemble de créateurs qui vont un petit peu dans le même sens et qui font des graphismes qui sont sous Creative Commons by SA 3.0 et GPL version 3. Il y a un guide pour le style, etc. pour refaire à peu près dans le même style, dans le même genre, avec la même perspective. Et puis, en fait, ça permet de faire des choses beaucoup plus intéressantes. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'on peut faire toute une forêt vu qu'il y a des arbres, on peut faire tout un village vu qu'il y a des maisons. Ça, c'est juste un exemple de ce que l'on peut faire. On peut faire beaucoup plus de choses que ça. Et en plus, pour le personnage, il y a un truc qui est tout fait, c'est-à-dire qu'on a ça. Tac. Là, je vous en ai fait un pour montrer ce que ça donne, mais à la base, tout est changeable. Alors, il n'y a pas énormément de choix pour le moment, mais ça va sans doute s'étoffer. Si je remets tout à zéro à la base, tac, on se retrouve avec un truc comme ça, et puis ici, on va choisir en fait les paramètres. Par exemple, si on veut faire un homme ou une femme, ici, on a les couleurs de peau ou les types, si on veut faire un squelette par exemple, si on veut faire un orc ou un elfe, etc. On peut choisir en fait comme ça, juste en sélectionnant. Normalement, dans OpenGamart, vous trouverez ce genre de choses sous format XCF pour GIMP, et en fait, chaque élément est sous la forme d'un calque dans GIMP, et puis il y a juste à les superposer pour faire les différents choix, différents types. Mais non, donc ici, on fait un personnage assez facilement. En fait, avec ce site-là, je mettrai le lien hein, sur le blog. Euh, donc voilà, si par exemple tu veux faire un truc comme ça, paf, on a un petit bonhomme, et puis après on peut l'habiller. Alors, je vais fermer ça, on va lui mettre une cote de maille. Tac, il n'y a pas énormément de choix, mais il y a quand même pas mal de choix. Il y en a quand même un petit peu, il y a quand même de quoi faire. On va lui mettre, alors c'est pas ça, ça doit être, c'est pas là-dedans, c'est dans l'armure alors. Là, tac.
ce truc là, on va lui mettre un pantalon là, alors c'est là-dedans, on va lui mettre un truc comme ça, on va lui donner des chaussures noires, alors chaussures là, hop, comme ça, et là j'ai fait un petit personnage médiéval fantastique, et vous voyez que j'ai toutes les animations, si je veux le faire bouger, etc. Et là ça ne s'anime pas seulement sur 2 frames, vous voyez qu'il y a quand même un peu plus de définition au niveau de la marche, quand même il y a un peu plus de choix, et ça donne des choses assez intéressantes. Donc ça c'était juste un exemple, mais on peut faire plus de choses. Et par la suite on pourra même voir pour améliorer encore les choses. Donc je vais plutôt utiliser, donc comme j'ai dit, ce genre de choses, ce genre de graphisme. Donc à la place de continuer sur un projet très fermé comme ça, où c'est juste dans un donjon, euh, dans quelques tutoriels, on partira sur un projet tout neuf, et on partira donc sur ce style de graphisme. Et je vous montrerai en même temps un autre logiciel qui permet de faire des graphismes vachement bien, enfin des niveaux très très bien, avec ces graphismes-là. Mais aujourd'hui, on va rester là-dessus pour voir les petits trucs à corriger. La première chose que je veux corriger, c'est le bug. Le bug qui est un bug de GDevelop, je pense. Un bug ici du mouvement vu de dessus. Je vais faire un aperçu. Voilà. Là, j'ai mon petit personnage qu'on avait créé. Avait créé son déplacement. Donc, si j'appuie sur la touche vers le haut, il va vers le haut. Et quand je relâche la touche vers le haut, il reste bien vers le haut. Donc, quand j'appuie vers le haut et je relâche, il reste tourné vers le haut, donc il est de dos, ce qui est pratique. Si j'appuie sur la touche vers la droite et que je relâche, il est tourné vers la droite automatiquement, bien comme il faut, parce que j'ai seulement relâché la touche qui va vers la droite. Si j'appuie sur la touche vers le bas et je relâche, et quand il s'arrête bien de face, il n'y a aucun problème. Il s'arrête toujours bien de face. Et si j'appuie sur la touche qui va vers la gauche et que je relâche, tac, des fois il se met comme ça, des fois il se met de face. Il reste pas de gauche, en fait il reste pas tourné vers la gauche, des fois il se met face, des fois il se met de dos. Donc là il s'est bien mis à gauche, je rappuie, là il s'est mis de face. Donc ça c'est un problème. C'est-à-dire que quand je relâche la touche, la flèche vers la gauche, des fois il se tourne pas dans le bon sens. Voilà. Et ça c'est un problème parce que par exemple, si on a des ennemis qui sont ici à gauche et qu'on a besoin de tirer dessus, quand on va à gauche et qu'on se relâche, il faut que le personnage soit tourné dans le sens où on a été pour pouvoir tirer. Et donc, ça c'est un bug qui est assez gênant. Mais c'est un bug qui se corrige assez facilement en attendant que GDevelop, que ceux qui travaillent sur GDevelop voient ce qu'ils peuvent faire s'ils le font. Je pense que oui, mais c'était pas la priorité. Mais le temps que ça soit corrigé, nous on va le corriger avec un simple événement. Vous verrez que c'est assez simple. Donc on va corriger ça en premier. Je vais aller dans les événements ici. Alors tous mes événements sont fermés. Ce que je veux c'est corriger donc dans l'animation du joueur. Donc je vais ouvrir ça. Et on avait mis le joueur bouge. Donc dans ce cas-là on fait 1 à son numéro d'animation. Et si le joueur ne bouge pas on fait 0 à son numéro d'animation. Et maintenant on va ajouter notre petit correctif. Donc je vais ajouter un groupe dessous. Un groupe que je vais appeler correctif. Direction du joueur. Voilà, je valide ça. Et ici, on va en dire en fait de toujours faire quelque chose. Alors, on va ici dans les conditions, conditions autres, toujours. Donc, c'est quelque chose qui va toujours s'exécuter. Qu'est-ce qu'on va toujours exécuter? Ici, on va utiliser une variable de scène, donc une variable qu'on ne gardera pas éternellement, mais une variable qu'on a juste besoin ponctuellement. Donc on va ajouter ici une variable et on va dire dans cette variable je veux mettre en fait l'information suivante. Je veux que la dernière touche que j'ai appuyée soit stockée dedans afin de savoir quelle est la dernière touche que j'ai appuyée. Donc c'est en fait non, il faut pas que ça soit une variable de scène, ça va être chiant. Je vais mettre ça en fait en variable objet. On va mettre ça sur le personnage joueur. Donc ça va être une variable objet. Donc je fais ajouter une action. On va aller dans objet.
On va aller ici dans variable, donc modifier une variable d'un objet. Comme ça sera une variable que sur l'objet. Sur quel objet? Sur le joueur. Donc ici, je vais choisir mon joueur. Et on va dire que cette variable, on va lui donner un nom. Je vais la créer. On va l'appeler dernière touche. Dernière touche. Voilà. Et je fais OK. Donc cette touche là, cette dernière touche, qu'est-ce que je fais choisir? Je la sélectionne, je fais choisir. On va lui donner en fait une valeur. Et la valeur qu'on va lui donner, c'est en fait la dernière touche qui a été pressée. Et il y a un truc comme ça, il y a une fonction qui existe, qui est toute bête. On peut aller la chercher là-dedans. Je clique là-dedans dans l'expression. Voilà. Et ici, c'est dans... Ça doit être dans... c'est peut-être là-dedans. Non, c'est pas ça. C'est peut-être dans les variables. Non, c'est dans... Alors, je cherche où c'est. Hein. Je cherche où c'est. Mouvement dessus. Peut-être là-dedans. Je pense pas. Je cherche où il y aurait un truc sur le clavier. Objet texte, c'est pas ça. Outils mathématiques, je pense pas. Joystick, ça m'étonnerait. Curseur de la souris, je pense pas non plus. Y a pas clavier. Y a pas clavier. Bah, de toute façon, on va directement la taper. Je vais fermer ça. Ici, on va directement la taper. La commande, c'est, alors ça, c'est en anglais. Hein. L majuscule AST, last, dernière. Après P majuscule RE2SED, present, pressé, et K majuscule EY, et puis on finit par une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante. Ça, c'est une fonction qui dit la dernière touche pressée. Et puis ça, il faut le mettre sur le texte de la variable. Alors, je me rends compte que je me suis peut-être gouré. Oui, je me suis gouré, c'est pour ça que je la trouvais pas. J'ai mis modifier la variable d'un objet, alors que c'est modifier le texte. Donc on va changer ça. On va recommencer. Je vais y arriver, hein. De toute façon, c'est pas grave. Objet, non pas objet, variable. Modifier le texte d'une variable objet, voilà, c'est pour ça que je la trouvais pas. Joueur, choisir, modifier une variable sur le joueur. Ici, dernière touche, je choisis. Et là, le texte, là-dedans, je devrais pouvoir trouver ça. Voilà, ici, il y est. Donc ça, je le sélectionne pour l'effacer. Tac. Et ici, je vais dans clavier, dernière touche pressée, voilà, et je fais ajouter. Last pressed key. OK, et ça me l'ajoute ici. Donc modifie le texte d'une variable objet, c'est pas la valeur, c'est le texte. C'était pour ça que je le trouvais pas. Et là, je fais OK. Tac. Et donc, dans cette variable objet, dans la variable dernière touche, qui est attachée au personnage joueur, il y aura une information qui indique quelle est la touche que j'ai appuyée en dernier. Maintenant, ici, je vais ajouter une autre condition là-dessous, donc un autre événement. Tac. Et là, je vais dire, est-ce que... Non, si la dernière touche qui a été pressée, donc si cette variable-là, la variable dernière touche, est égale à left, donc qui est égale à la touche vers la gauche, on va faire ça. Alors, si la variable objet, la valeur, le texte d'une variable objet, parce que c'est un texte, de l'objet joueur, la variable qui s'appelle dernière touche, si c'est égal, alors, si c'est égal à, ici je vais mettre left, entre les guillemets, L majuscule EFT. Voilà, si c'est égal à left, je fais OK. Si le texte de la variable dernière touche du joueur est égal à left, donc si on appuie sur la touche de gauche, et que en même temps le joueur ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté. Donc je vais ajouter une condition, et je vais dire ici, mouvement vu de dessus, est en train de bouger, le joueur, je clique là-dessus pour ajouter le comportement, et là je coche ça pour inverser la condition, et je fais OK. Donc si le personnage ne bouge pas en même temps, ici dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va changer la direction du joueur, donc là-dessus on va mettre comme action,
C'est une action qui se trouve dans là-dedans, dans Sprite, direction, changer la direction du joueur est égale, et la direction gauche, c'est la numéro 4. Tac. Ok. C'est la numéro 4 parce que ici, quand je fais dans mes animations, si j'ouvre ça, ici, dans les animations, c'est la numéro 4, c'est bien quand il est tourné à gauche. Donc voilà, en faisant ça, en fait, juste ce petit truc-là, c'est cet événement-là, je corrige le bug. C'est-à-dire que là, normalement, quand je fais aperçu, quand je vais à gauche et que je relâche, il est bien tourné à gauche. Toujours, toujours, toujours. Et si jamais il se tournait mal, s'il se mettait de face, l'événement le remettrait automatiquement à gauche. Donc là, il est bien toujours, toujours, toujours tourné à gauche. Donc en fait, ça nous corrige le bug. Donc ça, c'était la correction du bug. J'enregistre. Tac, j'ai enregistré. Maintenant, en fait, on va modifier autre chose. Pour les collisions dans la scène, j'utilise en fait ici l'extension, le comportement moteur physique. Ça fonctionne, on l'a vu, ça fonctionne plutôt bien, et en plus j'aime bien comme truc parce qu'en ici, quand on ajoute le comportement physique, voilà, ici on peut aller modifier des paramètres, et on a quand même pas mal de paramètres qui sont intéressants, comme par exemple la friction, et puis l'empêcher la rotation par exemple, ce genre de choses. Et puis même ici le polygone personnalisé pour le masque, ça peut être très intéressant à utiliser, et ça c'est ce que j'utilisais jusqu'ici. Mais en fait, on peut s'en passer de ça. On peut faire différemment, et c'est plus intéressant de faire différemment en termes de ressources sur les très grandes scènes, parce que le moteur physique, c'est quand même une extension supplémentaire qu'on ajoute, et puis en fait ici il va être actif sur tout le tac, tout le niveau. Il va être actif partout. C'est-à-dire que même ce bloc-là, même s'il n'est pas affiché à l'écran au moment où on commence, le moteur physique le gère quand même. Donc c'est un petit peu gênant. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplifier tout ça. On va utiliser en fait je me remets bien, on va utiliser une action qui est intégrée dans GDevelop, qui fait la même chose sans utiliser le moteur physique. Donc en fait ici je vais déjà commencer par retirer les collisions. C'est-à-dire que je double-clique sur les éléments qui ont une collision, et là où c'est marqué, là où j'ai ajouté la physique, je vais supprimer en fait la physique. Tac. Je supprime là-dessus. Le personnage, je peux lui retirer aussi la physique. La physique, tac, je lui retire. Et puis en fait ici tous les blocs orange sur lesquels j'ai mis de la physique, je retire aussi. Je retire la physique. Est-ce que je l'avais mis sur autre chose? Je crois pas. J'avais mis que sur les blocs, sur les monstres. Est-ce que je l'avais mis? Je l'avais pas mis, donc c'est parfait. Donc j'avais mis ça que sur les. Je vérifie bien, hein, parce que j'ai un doute tout à coup. Ajoute. Non, non, c'est bon. Je l'avais bien retiré. Je l'avais pas mis. Et donc en fait, là-dessus, je l'ai pas mis. Non, je l'ai pas mis, c'est parfait. Donc là, en fait, il n'y a plus de collision. Si je fais aperçu, en fait, mon personnage traverse les blocs. Voilà, il retraverse les blocs comme au début. On avait utilisé le moteur physique pour corriger ça. Seulement, il y a une autre solution. Alors, on va aller dans les événements. Et puis, en fait, on va ajouter un groupe ici, par exemple. On va mettre un groupe. Et je vais l'appeler obstacle. Ah. Obstacle. Obstacle infranchissable. Infranchissable. Voilà, puis on va lui mettre une jolie couleur. Faut bien le repérer. On va lui mettre du vert. Ok. Les obstacles infranchissables. Et dedans, j'ai une condition. Et on va utiliser une condition. Est-ce que le joueur est à moins de 400 pixels des objets de collision? Les objets de collision, je les ai mis ici. Ils sont là, les obstacles. Tout ça, ce sont des obstacles. Le rocher, le mur, et puis ces éléments-là. Alors, je me posais la question, est-ce que j'avais mis
Non. Donc ça, ça, ça et ça, je vais peut-être les retirer de là-dedans. Parce qu'en fait, c'est pas des obstacles. Donc je vais les retirer de là. Tac. Left et right. C'est pour passer d'une pièce à l'autre, c'est pas des obstacles. Ici, je mets que les obstacles, le rocher et le mur. Et donc là-dedans, je vais demander en fait, est-ce que le personnage est à moins de 400 pixels de ces éléments-là. Pourquoi moins 400? Parce que ma scène fait 800 par 600. Donc je veux qu'en fait tous les obstacles d'une scène soient autour du joueur, soient pris en compte. Donc ici, on va faire une condition. Voilà. On va aller dans tous les objets, dans position, et ici on a distance entre deux objets. Et là, donc les deux objets, c'est le joueur, et le deuxième objet, c'est le groupe obstacle. Tout ce que je mettrai là-dedans sera un obstacle. Et je vais dire en distance, je mets 400. Et je fais OK. Et là, donc, la distance de joueur à obstacle est en dessous de 400 pixels. Dans ce cas-là, on fait ça. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va utiliser une action qui s'appelle séparer. Séparer des objets. Donc, ajouter une action. Et alors, cette action se trouve dans tous les objets, normalement. Dans position, voilà. Et là, séparer deux objets. Alors, en fait, quand j'avais vu cette action-là, je pensais pas qu'elle faisait ça. Je pensais qu'elle faisait autre chose. Je pensais qu'elle repoussait un objet par rapport à un autre. En fait, non. Cette action permet d'éviter que deux objets se superposent. Donc, ça crée en fait un obstacle, tout bêtement. Donc ici, sépare un objet d'un autre en utilisant leur masque de collision, ce qui est assez intéressant. Et c'est indiqué, soyez sûr d'appeler cette action sur un nombre raisonnable d'objets, afin de ne pas ralentir le jeu. Il ne faut pas l'utiliser sur tous les objets du jeu, forcément. C'est pour ça qu'on utilise cette condition. Il y a seulement les éléments qui seront à 400 pixels du joueur qui auront en fait cette action. Donc ça sera pas dans tout le jeu. Quelque chose qui n'apparaît pas à l'écran ne sera pas considéré comme un obstacle. Vu que de toute façon il n'apparaît pas à l'écran, c'est pas gênant. Donc ici, le premier élément à mettre, c'est celui qui va bouger. Donc ici, ça sera le joueur. Et le deuxième élément, c'est celui qui bougera pas. Donc ici, ça sera l'obstacle. Choisir et je fais OK. Et donc là, séparer joueur et obstacle, seul le joueur bougera. En faisant ça, je recrée en fait les collisions. Si je regarde, tac, on voit qu'effectivement le personnage joueur ne peut pas passer à l'intérieur ici du rocher. Et pareil ici, il peut pas traverser les murs. Ah, là il a pu traverser les murs. Pourquoi? Parce que justement c'est quelque chose qu'on va corriger juste après. En fait, ici, seulement les objets qui sont à 400 pixels autour du joueur sont pris en compte. Donc le rocher qui est ici, il est bien à moins de 400 pixels parce que en fait 400 pixels c'est la moitié de la largeur ici, donc il est bien dedans. Celui-là il est bien dedans aussi. Celui-là il est bien dedans, le carré ici orange. Ces deux-là, celui-là oui, celui-là je sais pas. On va vérifier tout de suite. Oui, il y est bien. Et celui-là, il y est bien aussi. Alors pourquoi celui-là, si je me mets là, je peux traverser, alors que si je me mets là, je peux pas traverser? Pourquoi? Et là, pareil, ici, si je me mets là, je peux pas traverser. Si je me mets là, je peux traverser. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, je reviens dans l'éditeur. On va faire un zoom arrière. En fait, c'est le centre de l'objet qui est pris en compte. Donc là, le centre de l'objet, le centre du joueur et le centre du rocher sont bien à moins de 400 pixels. Maintenant, le joueur ici et l'objet qui est là, le centre de l'objet est ici. Il n'est pas là, il est ici. Et là, il y a plus de 400 pixels. Donc là, en fait, notre objet qui est ici est beaucoup trop grand, donc il n'est pas pris en compte. Ce qu'il va donc falloir que je fasse, c'est que je réduise en fait mes murs. Donc il faut en faire plus, mais il faut les réduire. Je vais les réduire comme ça. Tac. En fait, je vais peut-être même tous les refaire, les murs. Là, pareil, je vais réduire ce mur-là. Hop. Comme ça, il est bien à moins de 400 pixels du joueur. Et donc, ça devient bien un obstacle. Là, ça et ça, c'est bon, ça c'est bon.
Et donc là, je vais simplement dupliquer ces deux éléments-là pour faire deux autres murs pour la pièce suivante. Voilà. Donc tous les grands éléments comme ça, il faut que simplement que je les réduise, tout bêtement. Mais en faisant ça, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, le moteur physique risque d'utiliser trop de ressources, alors que cette solution corrige tous les problèmes. Donc là, je vais bien faire les trucs. En fait, ce que je peux faire même, c'est virer les murs, les refaire proprement. Je garde que les portes. C'est carrément plus simple. Voilà. Ça m'évitera de trop galérer. Je vais simplement reprendre. Alors, j'ai besoin de ça. Ah. Ici, il a besoin de rester là. Faut que j'en fasse un double avec contrôle. Voilà. J'en mets un là. J'en mets un là. Un ici. Un ici. Un ici. Donc je travaille en fait qu'avec des blocs beaucoup plus petits. Au lieu de travailler avec des grands blocs, je travaille qu'avec des petits blocs. Ensuite, ces deux-là, on va les dupliquer, les mettre là. Voilà. Je les duplique, je les mets là. Et ça fera exactement la même chose, sauf que c'est plus optimisé. Là, je le mets là. Peut-être que je les réajuste correctement. Ce bloc-là, on va les dupliquer, les mettre là. Voilà. On les met là aussi. J'ai besoin aussi de les mettre là. Voilà. Ensuite, ce bloc-là, je vais le mettre ici. Celui-là, il m'en faut un double pour le haut. Voilà. Ici, il m'en faut un aussi. Comme ça, à chaque fois, le mur sera à moins de 400 pixels du personnage. Et là, je vais, pareil, j'ai besoin d'un bloc plus petit. Comme ça. Pour mettre ici. Alors, on va zoomer un peu dessus. Il faudrait que je les replace correctement. Là. Hop. On va en mettre un là. Ces deux-là. Alors là, je les duplique ici. Et je les duplique ici. Et je vais vérifier que j'en ai pas oublié. J'ai peut-être un peu mal fait, mais c'est pas grave. Les portes sont bonnes, les murs sont bons. Et vous voyez que en fait, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Donc en fait, en faisant juste un événement comme ça supplémentaire, et ça m'évite d'utiliser ici l'extension qui me sert plus, que je peux retirer, l'extension moteur physique. Donc on va vérifier ça, je mets lecture, enfin je mets aperçu, là ça fonctionne. Vous voyez qu'à chaque fois il est bloqué, il peut pas traverser les murs. Là c'est parfait, là il peut pas traverser le mur, là non plus, donc c'est bon. Il peut passer ici, tac, et pareil, là les murs ça fonctionne. J'ai remplacé tous les murs qu'il fallait. Là, il traverse pas le mur, c'est parfait. Il traverse pas le mur. Là non plus, il peut remonter. Et ça fonctionne très très bien. Et donc là, en fait, on a corrigé deux petites choses. On a corrigé le bug. Et en plus, on a optimisé un petit peu les choses. Comment optimiser encore mieux? C'est-à-dire que là, en fait, quand je vais vouloir faire le level 0,1, parce que là, je suis dans le level 0,0, hein, c'est le premier niveau. Quand je vais vouloir faire le deuxième niveau, je vais être embêté, parce que, en fait, ici, j'ai quand même un paquet d'événements. Si je referme tout, hein, on n'a pas l'impression qu'il y en a beaucoup, mais quand j'ouvre, ouh là, il y a un paquet de choses. Dedans, il y a beaucoup de choses qui sont mis, et puis ici, il faut que je refasse tout, ça va être chiant. Je peux tout à fait faire un copier-coller de la scène, et puis avoir le level 0,1, et puis après changer seulement ce qu'il faut dans le level 0,1, dans les événements de level 0,1. Ouais, mais bon, ça fait quand même beaucoup de choses. On peut faire ça de manière plus intelligente. Ici, on a les événements externes.
C'est quoi les événements externes? C'est des événements qu'on va créer, c'est-à-dire une feuille d'événements dans laquelle on va mettre tous les événements qu'on veut. Et puis ensuite, dans nos scènes, à la place de mettre les événements, on va mettre, tu vas voir dans l'événement externe, il y a les événements qu'il faut. Ça va énormément nous simplifier les choses. Donc ici, par exemple, si je regarde dans ma scène 00, level 00, dans Start, ici, j'ai quoi? J'ai toujours faire, en fait, au texte de score, cette variable-là. C'est une variable globale. Donc, c'est-à-dire que ici, la variable, je vais cacher les événements, la variable qui est, le texte qui est ici, je mets toujours une variable. Et ça, c'est valable pour la scène 1, la scène 0, la scène 1, la scène 2, la scène 3, ça sera toujours pareil. Donc ça, en fait, j'ai pas besoin de le mettre là, je vais le mettre dans l'événement externe. Ça sera sur toutes les scènes, donc autant le mettre dans les événements externes, comme ça sera fait. Les obstacles, ce qu'on vient de faire, des obstacles, il y en aura dans toutes les scènes, donc là, en fait, c'est pareil. Ça sera commun à toutes les scènes, donc je vais pas le laisser là-dedans, je vais le mettre dans les événements externes. L'animation du joueur, le joueur dans toutes les scènes, il va bouger de toute façon. Donc ça, c'est dans les événements externes que je vais le mettre. Le correctif, ça sera sur toutes les scènes, donc je vais aussi le mettre dans les événements externes. Portée caméra. Donc ici, en fait, qu'est-ce qu'on a? À chaque fois que le personnage rentre en contact avec Dawn, je le déplace vers le bas. Ça sera valable dans toutes les scènes. Donc ça aussi, ça va dans les événements externes. Je vais refermer tout ça. Tac, tac, tac. On en était ici. Item. Alors là, le joueur est en collision avec pièce en or, avec sword, avec cœur. Ça, à la limite, on peut le laisser dans la scène parce qu'en fait, ça sera pas toujours les mêmes objets d'une scène à l'autre. Je vais le laisser dans la scène, ça. On aurait pu le mettre dans dans les événements externes parce que il y aura toujours des pièces quand même. Il y aura toujours des cœurs. On pourrait garder que l'épée ici, à la limite. La largeur de la vie est inférieure ou égale à 120. Faire 120 à la largeur de la vie, ça c'est la gestion des cœurs. On peut mettre ça dans les événements externes. Ici, action, qu'est-ce qu'on a? La variable globale soit, ça c'est pour tirer. C'est tout ce qui gère en fait les tirs de l'épée. Ça peut aller dans les événements externes, pareil. Et ici, il nous reste les ennemis. Les ennemis sont en collision avec les différents éléments, les différents triggers que j'ai mis là. Donc en fait, on les bouge. Ça sera le cas dans toutes les scènes, donc ça peut aller dans les événements externes. Le joueur est en collision avec ennemi, ça peut aller dans les événements externes aussi. La vie, la gestion de la vie. Alors là, ça non, parce qu'en fait, ici on change au niveau 0,0. Non, ça c'est quand le personnage meurt. Donc ça sera pas le level 0,0, ça sera en fait le sommaire, enfin le menu. Donc là, ça changera. Donc ça peut aller dans les événements externes aussi. Le projectile est en collision avec un ennemi, ça peut aussi aller dans les événements externes. Et la variable vie ennemi, c'est quand un ennemi meurt, ça peut aussi aller dans les événements externes. Donc là, en fait, tout y va. Tout va dans les événements externes dans ce qu'on a fait là. Quasiment tout. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller dans l'événement externe, on fait un clic droit dessus. On fait ajouter des événements externes. Ça m'ajoute en fait un élément ici que je peux renommer. Hein. Je le sélectionne et j'appuie sur la touche F2. Et je vais l'appeler en... Je crois que c'est F2, voilà. Et je vais l'appeler en fait moteur de jeu. Je peux l'appeler comme je veux. Hein. Moteur de jeu. Je mets pas d'espace pour éviter les problèmes. Parce que je sais pas si j'ai le droit de mettre des espaces dans ces... là, peut-être. Peut-être, oui, mais enfin je suis pas sûr. Donc dans le doute, hein, je mets pas d'espace. Je peux ouvrir ça. C'est une scène, sauf qu'il n'y a pas de scène, c'est seulement des événements. Vous voyez que dans level 00, on a scène et événements. Dans moteur de jeu, on a que événements. Et donc, tout ça, je vais le copier dans moteur de jeu. Donc, on va prendre ça, ça. Alors, je vais d'abord faire tout enregistrer, voilà. Est-ce que je peux en sélectionner plusieurs? Avec CTRL, parfait. Tout ça, je fais un clic droit, couper. Je vais dans moteur de jeu, ajoute un événement, je vais mettre là et je fais coller. J'ai tout mis là.
Je vais les remettre dans le bon ordre. Ça, je peux le virer. Tac. Alors, start, c'est tout en haut. Ensuite, obstacle infranchissable. Portée caméra. Voilà. Ensuite, l'animation du joueur. J'ai mis ça à peu près. On va mettre ça. Ah, mettre ça ici. Action, c'est quoi ça, action? C'est l'épée. On va mettre ça là. Les items, on va mettre ça au-dessus. Voilà, parfait. Et donc là, j'ai tout remis là-dedans. Et donc dans level, là, dans level 00, j'ai ma scène. Et là, j'ai plus rien ici. Mais je peux aller ici sur dans mes événements, sur ajouter, là. Et je choisis lien. Tac. Et j'ai cette fenêtre qui apparaît et qui me demande ici de donner un lien vers un événement externe. Je vais donc mettre moteur de jeu. Tac. Alors ça me liste en fait toutes mes scènes. Donc je mets moteur de jeu et je fais OK. Ça me met juste ça. Et je peux ajouter des événements ici, hein, il n'y a aucun problème. J'enregistre, là je fais tout enregistrer. Je vais faire scène aperçu. Je vérifie. Ça fonctionne. Là il traverse pas les murs. Voilà. Tac, il peut prendre des pièces. Ça comptabilise bien les pièces. Il peut passer les portes. Alors je vais prendre une deuxième pièce. Il peut passer les portes. Prendre plus de pièces. Il peut aller percuter des ennemis. Normalement, je vais perdre un demi-cœur. Ou un cœur, ça dépend si je reste trop dessus. Tac, un demi-cœur. Donc ça fonctionne bien. Tac. Parfait. Et donc, là, en fait, j'ai énormément simplifié ma scène. Je peux arrêter ça. Ici, dans la scène, dans les événements de la scène, ici, je vais pouvoir mettre les événements qui sont seulement pour cette scène-là. Par exemple, là, dans cette scène-là, si je mets, par exemple, un personnage qui permet de dialoguer, je vais le mettre ici. Et dans moteur de jeu ici, je vais mettre en fait tous les événements qui sont communs à toutes les scènes de mon jeu. Donc en fait, maintenant, quand je veux faire en fait une nouvelle scène, je peux dupliquer ça. Ça va pas, hein, je vais pas avoir à modifier après tous les événements de la nouvelle scène parce que ça sera beaucoup plus simple. J'aurais juste à mettre ce lien là vers le moteur de jeu et puis ça me simplifie énormément les choses. C'est-à-dire que là, si je fais un level 2, je fais un copier-coller de ça. Copier-coller, là. Ça, je vais le mettre un petit peu plus bas. Je vais l'appeler level 2. Je l'ouvre. Là. Je l'appelle level, on va l'appeler 01, parce que le premier c'était 00. Level 01. Et dans level 01, j'ai seulement le moteur du jeu. Et là, je peux ajouter des nouveaux événements si j'ai besoin. Ajouter un événement. Je peux ajouter des groupes et des choses qui seront uniquement pour ce niveau-là. On peut faire des choses comme ça. Et tout ce qui est dans ici moteur de jeu est automatiquement ajouté ici. Là où j'ai mis ce lien vers le moteur de jeu. Ça, on peut faire plusieurs événements externes et puis après plusieurs liens dans des scènes. Par exemple, je pourrais avoir un moteur de jeu, un événement externe qui s'appellerait moteur de jeu et en avoir un autre qui s'appellerait par exemple moteur des dialogues. Chose qu'on verra la prochaine fois. Je pourrais en avoir un autre qui s'appellerait peut-être gestion de l'inventaire ou des trucs comme ça. Et puis en fait, au lieu d'avoir à chaque fois à recopier tous mes événements ou à tous les refaire, j'ai juste à ajouter cette ligne-là et d'indiquer où est-ce qu'il faut aller chercher les événements. Donc ça me simplifie énormément les choses. Level 01, là je vais l'effacer parce qu'on n'en est pas encore là. Surtout que j'ai dit que j'allais changer totalement les choses. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? La vidéo était assez longue, oui. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, en fait, les événements externes. Donc on pouvait simplifier les scènes énormément. On a vu la correction du bug avec ça. Et on a vu comment gérer les obstacles avec une autre méthode qui est plus intéressante parce que ça gère en fait que les éléments qui sont proches du joueur. Donc en fait, si je regarde dans ma scène, si je la mets en tout petit pour bien tout montrer, voilà, et que j'affiche les événements, le joueur il est là. On va zoomer quand même un petit peu parce que j'ai mis peut-être un peu trop petit. Voilà. Le joueur il est là. Tac. Donc tous les éléments qui sont à moins de 400 pixels de ce joueur, donc tous ceux qui sont là,
sont gérés comme obstacles. Cet élément-là n'est pas un obstacle, parce que le joueur se trouve ici. Quand le joueur sera dans cette pièce-là, cet élément-là deviendra un obstacle et celui-ci n'en ne sera plus un. Donc pour le moteur de GDevelop, ça simplifie les choses parce qu'en fait, il n'a pas à gérer tous les obstacles de la scène. Si la scène est très très grande, il n'a pas besoin de tout gérer, il a seulement besoin de gérer ceux qui sont à moins de 400 pixels du joueur, vu que ce sont ceux-là qui sont importants. Et ça simplifie énormément les choses. Donc on a vu ça, on a vu le bug et les événements externes. La prochaine vidéo, je vous montrerai les dialogues. On fera un deuxième petit personnage qu'on mettra dans un coin, peut-être ici, à côté de l'épée, ou dans la deuxième salle, ici. Dans la deuxième salle. Et puis on verra comment on peut créer un dialogue avec ce personnage. De manière assez simple. Ça sera pas un dialogue très compliqué, ça sera juste un échange de phrases et puis la réponse à une question, par exemple. Et puis vous verrez que c'est vraiment très simple. Donc voilà, ça c'est fini pour ce tutoriel là. Donc je vous dis à la prochaine fois, je sais pas quand je posterai la vidéo pour donc les dialogues. Et la vidéo d'après, on partira sur un projet tout neuf.